بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مرحبا بكم. Alors, puisqu'il s'agit d'une activité en français, on va reprendre en français. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Il ne s'agit pas de présenter un grand professeur, mais il s'agit non plus un grand écrivain, il s'agit de présenter un grand homme. Chaoui, c'est quelqu'un de spontané, c'est quelqu'un d'altère, c'est quelqu'un de sincère. Je t'aime bien, Chaoui. Merci. Je t'aime bien. Et donc, je passe à Annie. Déjà ? Oui. Tu es bienvenue. Et j'ai oublié une chose. Je ne vous demande pas de l'applaudir. Je vous prie de vous lever et l'applaudir. Alors, je passe à Annie. Alors, dès que j'ai eu le contact, Annie, je viens de la connaître. C'est la première fois que je la vois. Et réciproquement. Réciproquement, voilà, c'est ça. Alors, une fois j'ai eu son contact à travers Chaoui, eh ben, quand je lui parlais au téléphone, il m'a donné l'impression que je la connaissais depuis une vingtaine d'années. Tellement elle était, elle aussi, spontanée. Je lui propose d'intervenir à l'hommage, il me dit « Chaoui, je l'aime bien, elle t'aime bien aussi. » Ah oui. Et il faut l'applaudir. Alors, je passe à Sana. Sana, la même chose. Il n'a pas hésité un seul instant. Il m'a dit, puisque c'est Chaoui, je l'aime bien, elle t'aime bien aussi. Tout le monde t'aime. Heureusement que ma femme n'est pas venue. Alors, et j'ouvre une parenthèse, il y a 2 ou 3 jours, j'étais à l'Institut, comme par hasard, j'ai rencontré monsieur le directeur de l'Institut français. Il m'a dit, je lui dis, Eric, tu es au courant, il y a un hommage de M. Chaoui. Ah, il me dit, Chaoui, je l'aime bien. Il t'aime bien aussi. Alors, je passe à Sana. Sana, il n'a pas hésité un seul instant pour venir ici, pour aller. Je te remercie, vous êtes tous les bienvenus. Si Mohamed, c'est pas la peine de te présenter, tu connais Chaoui depuis très longtemps. Bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr. Et quant à Fatima Tigerdit, alors il a la tâche la plus difficile, c'est de modératrice. Choisir un modérateur ou une modératrice, c'est une tâche très difficile pour moi. Et encore une fois, il n'a pas hésité à faire sa tâche qui est assez difficile, surtout quand il s'agit d'un hommage, surtout quand il y a plusieurs personnes, plusieurs intervenants. Alors, avant de donner la parole à Madame Fatima, je vous demande un peu de patience pour voir une vidéo. Alors la vidéo, en fait, on l'a fait, d'habitude, ça dure entre 10 et 15 minutes. Puisque c'est un hommage Chaoui, c'était en fait, quand on a vu la vidéo entièrement, c'était 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup. On a divisé de moitié, donc c'est 30 minutes maintenant. Je vous demande un peu de patience. Merci beaucoup. On va voir la vidéo, il y a des choses. Tout ce que j'ai écrit. Les 2 derniers, il faut dire L'amour et paradis et le 4e livre. Alors on peut dire que ce sont des... Je commence par les intervenantes et les intervenants. Déjà, ils ont été présentés. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Annie Dervania. Donc, on a eu l'occasion de nous rencontrer dernièrement lors d'un colloque à Asfi. Donc, ce que je pourrais dire de Annie, on la sent comme une amie de longue durée, même
dans la première minute rencontrée. Donc Annie est une écrivaine, une critique littéraire, une artiste peintre. Elle est docteur en littérature marocaine. Elle a enseigné en France, au Canada et au Maroc dans les années 80. C'est une écrivaine. Annie est une figure du paysage littéraire marocain, une passionnée de la littérature marocaine. Donc, concernant l'auteur, il a écrit plusieurs œuvres. Donc, parmi ces œuvres, je crois, le premier, c'est Chien errant et Art gagné, le monde animal, végétal et minéral dans l'imaginaire des écrivains marocains, donc en 2012. En 2013, elle a publié Nature et culture dans la littérature marocaine francophone, 50 ans d'écrivains marocains. Donc, je viens de terminer ce livre, il est vraiment très intéressant. L'art poétique de Schluch de Rinson, c'est ça? Stum, parce que c'est un mot en allemand. En allemand, oui, ok. Traduction de l'allemand en 2019. Actuellement, Annie, elle est en train de faire un travail énorme concernant, c'est un livre de référence, c'est ce que vous avez dit, sur l'histoire de la littérature marocaine. C'est un livre qui n'a jamais été écrit, donc vous êtes la première à entamer ce travail-là. Donc Annie, je vous cède la parole pour intervenir. Donc la parole est à vous. Merci beaucoup, chère Fatima. Bon, c'est très gentil de m'avoir invité ici. Je remercie c'est Aziz qui a eu cette idée, ou peut-être sur la suggestion de mon ami Mortal. Donc, il y a tellement de choses qui ont été dites déjà au sujet de ce pauvre monsieur qui ne sait plus se fourrer tellement, on l'a accablé d'éloges, ça doit être pas facile. Mais tu les mérites, c'est pour ça. Et donc, beaucoup de choses ont été dites. Comme je le disais dans ma petite intervention, je l'ai découvert d'ailleurs. C'est un livre que j'ai prêté plusieurs fois, qui n'est jamais revenu. Je le rachète de temps en temps. C'est donc Le Silence blanc qui m'a plongé dans un univers inédit pour moi, puisque je connaissais quand même des dizaines d'ouvrages marocains pour faire ma thèse. Le premier ouvrage que tu as cité, c'était ma thèse de doctorat en 2002, que j'ai faite avec Marc Gontard. Et à cette occasion, j'avais voulu voir un maximum d'ouvrages, que ce soit tout ce qui est fiction, poésie aussi, théâtre, roman, nouvelles. Et dans tout cet énorme corpus, je dois dire, et je le dis bien haut, que ce Silence blanc ressort comme une œuvre absolument différente, insolite, puisque tu fais parler une petite fille comme une petite fille pourrait parler, et ce regard d'un enfant, ce regard tellement touchant sur le monde des grands. Bon, c'est quelque chose que l'on n'oublie pas, c'est une lecture que l'on n'oublie pas. Et j'ai bien sûr continué à te lire, donc il y a, comme cela a été dit, il y a du sarcasme. Alors moi j'aimerais dire que tu es un dénonciateur. Tu fustiges tout ce qui ne va pas, tu dénonces les travers, que ce soit... J'ai relu tout récemment la nouvelle terrible sur les abus qu'il y a à l'université pour donner les diplômes. Ça c'est bon, c'est dans ces nouvelles. Tu as osé, hein? Il faut dire que si vous n'avez pas lu ça, bon, ça c'est lui. Il ose dire tout haut, avec les mots pour le dire, comme il n'a pas la langue de bois, pour dire des choses que voilà, on préférait cacher, et on préférait que ce soit caché pour tout le monde, mais tu mets les pieds dans le plat et tu révèles des choses, que ce soit donc les trafics des diplômes avec tout ce que ça implique à l'université, tu dénonces bien sûr toute l'hypocrisie du célibataire qui se tape les jolies filles, etc., qui promet le mariage mais qui ne le donne jamais, tu dénonces le mal-être dans les vieux couples, la trahison, enfin bon, toutes sortes de travers. Et puis tu t'attaques à de gros morceaux qui sont l'hypocrisie religieuse dans tes deux derniers.
Et tout ça avec à la fois donc du sarcasme, des descriptions parfois très crues, très directes. Hein. Et puis en même temps, il y a souvent un côté un peu magique, un peu surprenant. Et entre autres dans Ceci n'est pas un miroir, que j'ai adoré, qui est totalement... qui sort vraiment de l'ordinaire aussi. Donc c'est vrai, quelqu'un a dit que tu avais une grande variété de styles et d'écrits. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous les écrivains. Il y en a beaucoup, on en a lu un, on les a tous lus. Bon. Et non, toi, pas du tout. Et donc, il y a en même temps cette sincérité, cette franchise. C'est vraiment de la franchise. Tu dis tout haut ce que l'on voudrait parfois cacher. Tu le dis avec les mots pour le dire vraiment d'une façon... j'allais dire presque sans pudeur, mais c'est la franchise qui en fait, tu luttes pour une liberté de penser, tu luttes pour une liberté d'agir dans la société, donc en étant bien sûr bien placé parce que tu connais beaucoup de milieux différents. Et puis, ça a été dit aussi, ce que j'aime chez toi, c'est la place que tu accordes aux petites gens, aux enfants, aux gens humbles, et ça prouve ce que tu es à l'intérieur. Tu dénonces tout haut, mais ton cœur est tendre. Et voilà, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus. Mais c'est ce que je ressens, et c'est pour ça que pour moi, Mortar est un ami. D'ailleurs, petit détail, je fais partie d'un petit club de lecture à Casablanca, qui s'appelle Kitab Club, c'est pas très original, mais... Et donc, c'est moi qui propose des auteurs marocains, parce que vous savez, les Marocains sont les derniers qu'on lit dans les clubs de lecture. Alors moi, je suis toujours là pour dire, oui, mais il faut lire celui-là, celui-ci. J'ai proposé, c'était L'amour et paradis, et Mortar, comme on ne l'a pas trouvé suffisamment sur place, très gentiment les a envoyés par la poste, et en plus à chacun de nous il a offert je crois que c'était ton livre de poèmes, Les Chrysanthèmes, que tu as offert en plus gracieusement, le tout dédicacé. Bon, ça c'est des gestes que n'importe quel écrivain ne ferait pas, et c'est là que je parle de sa générosité, et ça fait du bien d'avoir des gens comme toi. Voilà. Merci Annie. Annie, j'aimerais te demander quelque chose. Je sais pertinemment que tu maîtrises bien le dialecte marocain. Est-ce que tu peux, je ne sais pas, tu peux rendre hommage à l'écrivain avec une seule phrase en dialecte marocain? مساء الخير عليكم. سولتني صاحبتي وحسن نقول لكم شي حاجه. الحاجه اللي نقدر نقول على سي مختار، هو صديقي، هو كاتب، هو شي انساني un homme humain وصافي بارك عليك. Merci Annie. Maintenant, on a le plaisir d'accueillir Sana Dahmal. Sana Dahmal est professeur du cycle secondaire qualifiant au sein du ministère de l'Éducation nationale et professeur vacataire à l'Institut français, je rencontre toujours, doctorante en littérature francophone et marocaine à l'université Abdelksali. C'est ça. Elle intervient également dans des structures d'enseignement, participe à des projets culturels et pédagogiques. Donc, Sana a écrit plusieurs articles, je cite quelques-uns. La ville postcoloniale, un horizon aux alentours étouffants. Un autre, illusions, désillusions et aspects de la dystopie dans les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma. Parcours de la déchéance humaine dans l'ombre des peuples de Soni Labou-Tansi. Un dernier article, l'évaluation à distance de la diligence du procédé à la maturation de l'expérimentation. Donc, Sana, ce soir, va présenter une intervention intitulée « De la Bible au souffle, 2 romans dans un homme en crise ». Je suis impatiente encore. Merci, bonsoir tout le monde.
Alors, comme vient de dire mon amie Fatima, mon intervention s'intitule « De l'abîme au souffle, 2 romans pour un homme en crise ». Mais avant de commencer mon intervention, je tiens chaleureusement à remercier M. Spey pour cette belle initiative, ainsi que sa librairie Agora, qui est devenue un lieu de culture par excellence. Alors, c'est un honneur pour moi de faire part à cet hommage dédié à mon professeur Mortar Chawi. Et parler de ces romans m'a semblé la façon la plus naturelle et la plus sincère de lui rendre hommage à travers une lecture croisée de ces 2 romans, Ceci n'est pas un miroir, paru en 2021, et le 4e livre, paru en 2024. Deux textes très différents, l'un sombre et resserré, l'autre plus ouvert, presque lumineux, et pourtant mis en tension. Ils nous parlent tous les 2 de l'époque que nous traversons. Une époque fragmentée, inquiète, mais encore animée d'un souffle de résistance. On commence par « Ceci n'est pas un miroir ». Mortar Chawi nous livre un texte fulgurant, écrit en quelques jours pendant le confinement, dû à la Covid-19. Il est comme un écrit venu de l'intérieur. Le personnage principal, X, est enfermé dans une chambre d'hôtel. Ce lieu clos est plus qu'un décor. C'est le miroir d'un enfermement existentiel. L'homme moderne, coupé du regard des autres, se retrouve seul à lui-même, et ce qu'il découvre, ce n'est pas une belle image, c'est l'abîme. X est un homme façonné par l'image sociale, les réseaux, les apparences, mais quand ces filtres disparaissent, il se découvre fragile, inquiet, traversé de pulsions. Le texte brouille les repères, alterne les voix, plonge dans une atmosphère troublée. Je cite, dans une chambre impersonnelle, aux premiers étages d'un hôtel désaffecté, au milieu d'un tapis avachi, une fourmi fatiguée se ferait un chemin, page 25. Ce détail minuscule dit tout. L'épuisement, la répétition, le vertige d'un quotidien qui s'effondre. Ce roman, écrit dans l'urgence, nous parle de cette part d'ombre que chacun porte en lui. Il est hanté par cette phrase de Nietzsche, « Quand tu regardes trop l'abîme, l'abîme regarde en toi ». Et c'est exactement ce qui arrive à X. Face au silence, au vide, à la promiscuité, l'homme perd pied. Il se regarde enfin pour ce qu'il est, sans masque, et ce reflet est insupportable. En miroir de ce texte noir, le 4e livre nous transporte ailleurs, non pas vers un monde apaisé, mais vers une quête plus ample, plus spirituelle. Mais dit le personnage principal quitte le foyer paternel pour chercher un autre souffle. Il rejoint Jardin, cité utopique, où la parole circule, où l'on vit dans la poésie, la lecture, le partage, et je cite, « À Jardin, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté », page 160. Mais cette utopie, elle est aussi fragile, elle vacille. Les cris reviennent, le fanatisme s'installe, Jardin est brûlé, violenté, souillé, et avec elle, ce sont les livres, les savoirs, les gestes d'amour, d'hospitalité qui sont menacés. Le texte devient satire, elle dénonce les détournements du sacré, la foi transformée en dogme, en machine à punir. À cette plongée dans le vertige intérieur d'X, Mortar Chawi oppose une autre trajectoire tout aussi incertaine, mais tournée vers l'espérance. D'un côté, un homme seul, perdu dans ses propres ténèbres, X. De l'autre, un homme en quête, encore capable de croire à un ailleurs, à un souffle, même fragile. Ni l'un ni l'autre ne détient de réponse. Mais tous deux cherchent, et dans cette recherche, dans cette tension, il y a peut-être une manière de rester humain. C'est cela, je crois, qui fait la force de l'écriture de Mortar Chawi. Elle ne nous rassure pas, elle ne nous console pas, mais elle ose. Elle interroge, elle ouvre des brèches, elle nous pousse nous aussi
à nous regarder autrement. Mortal Chaoui est de ces écrivains qui écrivent non pour plaire, mais pour réveiller, pour sa voix libre et sa fidélité à une écriture en tension. Il rend à la littérature sa première fonction, interroger l'humain. Donc merci à lui pour cette parole libre. Merci à la librairie Agora pour ce moment de partage. Et merci à vous de l'avoir écouté avec le cœur, je l'espère, autant que moi je l'ai prononcé. Merci à vous. Merci Sana pour cette intervention pertinente. On a le plaisir d'avoir avec nous M. Idrissi Riahi, Mohamed Idrissi Riahi. M. Idrissi Riahi, c'est un professeur du cycle qualifiant au sein du ministère de l'Éducation nationale, doctorant en littérature francophone et comparée à l'université Abd-Malik Sadi. Elle est également membre du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Je crois que je n'ai rien oublié, M. Idrissi. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, M. Idrissi est l'auteur de plusieurs œuvres, plusieurs articles plutôt. Destin brisé, espoir fou. Donc c'est un article concernant l'œuvre de Mortal Chaoui, c'est ça. En 2024, représentation littéraire de la ville chez Abdelatif El-Arabi. Ok. 2024, dans la même année, l'engagement esthétique d'Abdelatif El-Arabi, poétique subversive et la responsabilité de l'intellectuel. Donc, M. Idrissi va présenter une intervention intitulée Rendre hommage à M. Chaoui, c'est saluer une voix qui porte en elle l'écho du silence oublié. À vos noms, monsieur. Alors... Non, on a le micro, on a un autre micro. Ah, vous avez... Justement, il y a toujours un micro pour le modérateur. Merci. Quel plaisir, ça fait longtemps qu'on attend ce moment, qu'on attendait ce moment. Et depuis 2017, comme il me l'a rappelé hier, un ami qui a fait son hommage en vidéo, ça fait des années quand même qu'on attendait ce témoignage, cet hommage plus tôt. Et ces derniers temps, avec des engagements que j'avais, et j'étais vraiment en souffrance, c'est pourquoi vous me voyez porter une casquette, il m'était impensable, inconcevable, permettez-moi ce néologisme, impensable pour lier les deux, de ne pas assister. Parce que, comme je le dis au début, ça fait longtemps qu'on s'attendait à ça. Donc, lorsque j'ai pensé très très tardivement à mon hommage, à ma présentation, à mon intervention, je n'avais pas forcément beaucoup de temps, mais comme j'ai lu tous les livres de Mortal Chaoui, je pense, si ma mémoire est bonne, je me suis dit que j'allais peut-être faire une intervention à travers ces personnages, puisque ce soir nous rendons hommage à un écrivain qui a déjà un long historique de publication, et faire hommage à ces Mortal Chaoui, c'est aussi faire hommage à cette communauté de personnages qui s'agrandit au fil des publications, qui s'élargit au fil des publications. Et je me suis dit que peut-être je vais centrer mon intervention autour de ces personnages, à commencer par les premiers, par Choumicha. Et pourquoi j'ai parlé de silence oublié, parce que pour moi, au fil de mes lectures, j'ai toujours senti cette voix qui s'élève à chaque fois qu'on l'appelle. À chaque fois qu'il y a un silence tue, il y a cette voix qui s'élève pour parler par exemple de ces souffrances, de ces personnages qui souffrent dans le Moyen Atlas, de ces petites bonnes qu'on vend de toutes petites pour travailler dans les maisons de riches, qui sont maltraités, etc. De ces personnages dans des orphelinats de la ville de Tanger et qui nous donnent l'autre visage de la ville de Tanger à travers ces orphelinats, à travers sa rue qui est rude la plupart des temps, etc. Je pense que parler de Mortal Chaoui à travers ces personnages nous permettrait peut-être de voir le côté humain de l'écrivain, le style de l'écrivain qui ne cesse
de varier ces formulations d'une œuvre à l'autre. Par exemple, si vous prenez le silence blond, là vous êtes devant un Mortal Chaoui tout petit comme ça, un style infantile qui tente de s'adresser à la jeunesse, à réveiller en nous peut-être cet enfant que nous gardons, qui grandit avec nous, qui vieillit avec nous, qui est toujours en nous. Et c'est pas évident de le faire, c'est-à-dire je trouve que il est facile d'opter pour un style épuré comme celui qu'on voit par exemple dans L'amour et le paradis, que d'opter pour un autre tout à fait enfantin comme ça, comme celui que vous retrouvez par exemple dans le silence blanc. Un autre point également qui pourrait constituer une entrée dans l'œuvre de Mortal Chaoui, c'est aussi les thématiques, qui sont variées d'un livre à l'autre. Et peut-être pour ne pas être long, j'ai, comme je suis toujours bavard, c'est Mortal me connaît, j'ai préparé un document qui me permettrait de parler peut-être 2 heures ou bien un peu plus, mais je ferai des choix. Je ferai des choix et je commencerai peut-être par des fragments que j'ai notés comme ça au fil des lectures, des fragments que j'ai gardés dans des brouillons et que j'ai consultés dernièrement pour constituer cette petite intervention. Par exemple, sur l'écriture et la révolte, ce que je retiens du dernier livre paru, le 4e livre, alors dans un geste de désespoir, il prit la plume et écrivit au beau milieu de la page, en grands caractères, « Terrien, démerdez-vous ». Alors que le personnage principal nous avait promis quand même un livre, une réécriture. Mais en fin de compte, ce qu'on retient de cette dernière publication, c'est, et Mortal Chaoui vient de dire dans notre dernière rencontre, c'est quelqu'un qui aime bousculer les esprits. C'est-à-dire que vous êtes devant un écrivain qui, au lieu de dire, il bouscule pour faire penser. Et ça, c'est très, très important à mon sens. C'est-à-dire que le fait de poser des interrogations brûlantes pour essayer de comprendre cette société où nous évoluons, pour essayer de déclencher des débats sociaux. Pour lui, la stratégie elle est très simple. Il vous pose le sujet, il le remue d'un côté de l'autre et vous laisse enfin réfléchir. Il laisse cette part du lecteur qui doit activer sa machine, comme disait. Et puis, c'est aussi des écrits qui vous permettent de participer à ce débat. Quand un livre, par exemple, comme le 4e livre, se termine par cette phrase qui appelle le lecteur à jouer son rôle quand même. Parce que la société dans laquelle nous évoluons ensemble et dans laquelle écrit et l'auteur et lit le lecteur, c'est une société qui est faite de nous tous. Et c'est de ce débat riche et enrichissant entre les deux que l'on peut déclencher tous les débats possibles. Sur la liberté, sur la folie, sur la femme de manière générale. Un extrait toujours du 4e livre. La liberté, la vraie, c'est dans la folie qu'elle prend sens. C'est au sacrifice de la raison qu'on atteint la liberté absolue. Ça, c'est une citation qui tourne autour de la pensée de Fatima. Cette femme qu'on sacrifie toute jeune pour la marier à Islam, Al-Hajj al-Islam plutôt, dans le 4e livre, pour garantir sa descendance. Et ça nous interroge tous, bien évidemment. Sur la fidélité et l'humanité, avec Ramsès cette fois-ci. Moi, Ramsès, le chat, j'ai envie de dire le grand chat. Pourquoi? Parce que ça réveille en nous cette fidélité que l'on manque parfois, ou peut-être souvent. Cette fidélité qu'on retrouve dans le monde animal. Je cite, la trahison nous est étrangère. C'est Ramsès qui parle. Nous sommes fidèles à nos compagnons. Et précision, s'il vous plaît. Je dis compagnons, même si vous aimez à vous considérer comme maître. Sur l'enfance abandonnée, il prête la voix à Choumicha.
qui nous dit, avec un mélange, ça c'est notre style d'aujourd'hui, cette société marocaine ouverte à toutes les cultures. Dans le langage, par exemple, de chaque citoyenne marocaine, vous retrouvez un mélange. Ils vous parlent en arabe dialectal, en arabe, en français, en anglais, en espagnol, dans toutes les langues, pour faire passer un message. Je cite, Mama Diali, elle n'aime pas Choumicha, elle la déteste. Choumicha, c'est même pas que Mama existe. Mama, il m'appelle jamais par mon nom. Tous les jours d'Allah, il me crie El Aouja, la tordue, la Nskhot, la maudite, El Ihoudi, etc., et j'en passe. Permettez-moi, monsieur Mokhtar, je m'élance comme ça, c'est pour vous rendre hommage. Qui aime bien châtie bien. Je châtie mon professeur quand même. C'est un grand honneur, c'est Mokhtar. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Non, vous me regardez comme ça, vous me faites peur. J'ai encore du temps, c'est ça? 5 minutes, vous l'avez dépassé. Ah bon? Oh, mais je passerai peut-être à la question de la fin, parce qu'il était important de parler. Ça va revenir quand même. C'est passionné par ce que vous êtes en train de dire, donc je vous laisse. Ah, merci. Je partagerai juste un point que j'ai noté ici, c'est c'est Mokhtar Chaoui. Dans l'amour et paradis, nous avons Mouchaoui. Mouchaoui, dans Mou, vous avez déjà Mou, Mokhtar, et Chaoui, c'est le nom d'auteur, mais c'est pas l'auteur. Alors, pour moi, j'ai lu le roman, je l'ai relu, etc. Pour moi, je trouve qu'il y a des alter-ego dans l'œuvre de Mokhtar Chaoui. Et je vous donne les noms. Mouchaoui dans l'amour et paradis, Mahdi peut-être dans le 4e livre, et c'est à lui de confirmer ou d'infirmer. Si Salman, donc permettez-moi madame de vous répudier, et même quand il répudie, il le demande gentiment et joliment, permettez-moi madame de vous répudier. Et enfin avec Ramsès, Ramsès le chat, dans les chroniques qu'il a publiées dans la presse marocaine avant de le rassembler dans un livre qui s'appelle Ramsès le chat, et je m'arrête là. S'il y a un retour, je peux... Monsieur Idrissi, de nous avoir rappelé quelques passages. Ça montre une lecture très intelligente de l'œuvre de Mokhtar Chaoui. Donc je remercie les deux intervenantes. Je remercie Monsieur Idrissi. Monsieur Chaoui, donc c'est à vous maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de vos impressions concernant là? Ah oui, tout à fait. Donc il reste Monsieur Daoud, c'est ça? Oui. Je l'ai carrément oublié. Oui. Donc, est-ce que c'est possible maintenant? C'est possible maintenant. Oui, allez-y. C'est très court. Donc, ok. Maintenant, on va écouter M. Daoud Yazid. Parce qu'il n'est pas là, je l'ai oublié. Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de prendre part à cette rencontre consacrée à M. Mokhtar Chaoui et à son œuvre. Je remercie chaleureusement mon ami Aziz, grâce à qui je peux participer à cet hommage, malgré les centaines de kilomètres qui nous séparent. Donc, dans cette brève communication, je m'efforcerai de mettre en lumière quelques traits saillants de l'œuvre complète de M. Mokhtar Chaoui. De manière assez succincte, je tenterai d'en esquisser certaines caractéristiques sans m'attarder sur des exemples détaillés. Il s'agira surtout d'un avant-goût de lecture, destiné à celles et ceux qui souhaitent découvrir l'univers littéraire de M. Mokhtar Chaoui. Je laisserai aux intervenants présents le soin d'approfondir l'analyse, tout en espérant que leurs réflexions auront des croisements avec les pistes que je vais évoquer ici. Tout d'abord, il convient de souligner la diversité générique de cette œuvre de M. Chaoui. Chaoui a écrit certes des romans, mais également des nouvelles, un recueil de poésie, un essai, ainsi que des chroniques. À cet égard, je tiens à exprimer une conviction personnelle. Le recueil de nouvelles intitulé « Les chrysanthèmes du désert », selon moi, n'a pas eu l'accueil qu'il méritait. Il a été éclipsé par les romans, et en particulier par Le Silence blanc, vu qu'ils étaient publiés à la même période. Et pourtant, c'est un recueil puissant, dans lequel l'auteur déploie un style raffiné,
parfois traversée par un humour d'une subtilité remarquable. C'est une œuvre qui reste à redécouvrir. Cette variété ne se manifeste pas seulement dans les genres abordés par l'auteur, mais également dans l'esthétique même du roman, au sein du roman. Je m'explique. Car si Chaoui est avant tout un romancier, le roman devient chez lui un carrefour où se rencontrent récits narratifs, essais, dialogues philosophiques, interviews, etc. Cette hybridité narrative insuffle une vitalité constante au texte, rompant avec toute monotonie. L'univers romanesque de M. Chaoui se distingue aussi par sa richesse et sa capacité à se renouveler. L'un des aspects les plus marquants de cette œuvre est sans doute le refus de se répéter. Le silence blanc n'a que peu, voire très peu, voire rien à voir avec L'amour et paradis, ni avec le 4e livre. Mais même lorsque certains personnages réapparaissent, ils se réinventent sans cesse au service d'histoires toujours neuves. Ceci n'est pas un miroir, il sort un peu du lot parce qu'il est écrit dans une époque ou bien dans un contexte inédit, celui de la pandémie. Les romans de Mukhtar Chaoui se caractérisent également par la richesse de leur rebondissement. L'intrigue réserve toujours des surprises, le suspense est toujours maintenu et les dénouements sont systématiquement inattendus, notamment dans le dernier opus, le 4e livre. Sur le plan thématique, l'œuvre de Chaoui peut être qualifiée de profondément humaniste. Elle l'est dans la mesure où elle cherche à faire entendre les voix des plus faibles. Les parias, les marginaux de la société, deviennent souvent des personnages centraux, permettant ainsi de dénoncer les violences et les injustices qu'ils subissent. Mukhtar Chaoui est en effet un écrivain engagé. Son œuvre le montre à travers le motif de la dénonciation qui revient à chaque fois. Le silence blanc s'attaque notamment à la maltraitance des enfants, mais c'est sans doute l'hypocrisie sociale qui constitue la cible la plus constante de son œuvre. Dans L'amour et paradis et le 4e livre, ce sont le fanatisme et l'instrumentalisation de la religion à des fins personnelles qui sont mises en cause. Par ailleurs, une dimension onirique traverse nombre de ses romans. Le rêve, parfois indiscernable de la réalité, y est omniprésent. Le lecteur peine ainsi à démêler le réel du fictif, dont ceci n'est pas un miroir. Cet usage du rêve et du fantastique a une fonction très importante, dans le sens où cela ouvre l'œuvre de Chaoui à une pluralité d'interprétations, reléguant souvent à l'arrière-plan les intentions idéologiques au profit de l'intrigue. Car avant tout, le roman, comme le disait Balzac, est une histoire. Enfin, les romans de Chaoui se distinguent par un refus marqué du manichéisme. Je m'explique. Ça me rappelle une histoire, ou bien la correspondance entre George Sand et Flaubert. George Sand lui reprochait certaines choses, et parmi les choses qu'il lui reprochait, dans une lettre, il lui a dit, par exemple, « L'homme n'est pas bon ou mauvais, il est bon et mauvais. » Eh bien, les personnages de Chaoui incarnent admirablement cette complexité humaine. Capables du meilleur et du pire, ils échappent, les personnages de Chaoui échappent aux catégories figées. Mehdi, par exemple, le personnage central du 4e livre, illustre parfaitement cette ambivalence. Il est à la fois admirable et détestable. Cela me rappelle une phrase de Gondera dans un essai intitulé Le Rideau, où il définit ou bien il décrit sa conception du personnage. Il dit que les personnages romanesques ne demandent pas qu'on les admire, ils demandent qu'on les comprenne. Mais effectivement, Chaoui n'a pas de héros admirable. Ces personnages, à l'image des mortels, sont des êtres complexes qui incarnent toutes les faiblesses et les contradictions de l'homme. Finalement, l'œuvre de M. Chaoui se distingue par une intertextualité d'une grande richesse. Toutefois, cette intertextualité ne se réduit pas à la citation explicite, ni à l'allusion. Le lecteur y perçoit par exemple des résonances des vers de Baudelaire, mais également cette beauté née de la laideur caractéristique de l'auteur des Fleurs du Mal. Dont ceci n'est pas un miroir, apparaît quelqu'un dont le nom rappelle un personnage de Beckett.
Cependant, c'est bien au-delà du nom que s'opère le rapprochement, car c'est l'univers bickétien, tout dans son ensemble, sombre, absurde et déroutant, qui semble imprégner l'atmosphère de ce roman. Il en va de même pour les influences de Kundera, Murakami, etc. Ce ne sont pas simplement des mots ou des références qui sont intégrés, mais une esthétique tout entière, que Mukhtar Chaoui s'approprie, enrichit et adapte à ses thématiques et à la société qu'il met en scène. Il ne s'agit donc pas d'un simple jeu d'érudition, mais d'une véritable transposition artistique et critique. J'arrive ainsi au terme de cette présentation, cette brève présentation. Chacun des points abordés ici mérite à lui seul tout un article, toute une communication pour un traitement beaucoup plus approfondi, tant ils ouvrent des pistes d'analyse intéressantes. Je vous souhaite une excellente rencontre et je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. À bientôt. Merci à Dagoud. Je ne sais pas, M. Chaoui, est-ce que vous le savez? Parce que chaque fois que vous écrivez un roman, le premier article que je lis, c'est toujours de Dagoud concernant votre article. M. Chaoui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Oui, alors je voudrais rajouter une dimension qui n'a pas été évoquée. Je pensais que peut-être M. Daoud l'aurait fait, étant donné son exhaustivité. C'est un côté de mysticisme et de soufisme qui ressort particulièrement dans le très beau personnage féminin de la pauvre Fatima qui devient une sainte en quelque sorte. Et ce personnage et cette dimension mystique n'échappe pas au lecteur, même si c'est vraiment dans les deux derniers ouvrages qu'on peut le mieux toucher cette préoccupation peut-être. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci. Monsieur Chaoui, donc quelles sont vos impressions? Les lieux que vous avez vus, les interventions des intervenantes et des intervenants. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose après tout ce qu'on vient d'entendre? Bon, tout d'abord, j'ai pas des mots, j'ai pas vraiment de mots pour exprimer ma gratitude. Ma gratitude à vous tous, parce que, bien entendu, c'est pas évident de faire l'hommage de quelqu'un qui est encore très jeune comme moi. Ça, c'est sûr. Voilà, il faudrait attendre un petit peu 20 ans encore. Hein? C'est Jean Zagagnaris qui n'a pas dit hommage, il a dit un beaucoup plus joli mot, un jubilé. Oui, et là, tu n'as pas besoin d'être mort pour l'avoir. Pour l'avoir, oui. C'est vrai. Il a dit un jubilé et c'est le mot exact. Un immense merci à mon ami Aziz, parce que je pense que ça a été dit quelque part dans une des interventions. La première fois qu'Aziz m'a parlé d'un hommage, c'était en 2007-2017. Ça remonte à loin quand même. Et à chaque fois, j'essayais de tergiverser et de dire, bon voilà, on va attendre ceci, on va attendre cela, oh, ici il y a les vacances, ici il y a les examens, ici... Parce que je trouvais... Je sais pas, j'ai du mal à concevoir un hommage de cette façon, parce que un hommage en principe, c'est un exercice un peu délicat. Délicat dans le sens où on ne dit que du bien. Et, on va trouver. Voilà, et donc parfois je me sens mal à l'aise, franchement je vous le dis sincèrement, je me trouve mal à l'aise à écouter autant d'éloges, parce que je crois que je ne les mérite pas. On n'a pas encore... je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais alors s'il y a des gens qui vont parler, j'espère qu'ils vont être objectifs et qu'ils vont glisser ici et là des critiques. Ça équilibrera les choses. Donc c'est autant d'éloges, moi ça me fait peur. Peur pas dans le sens de la... Non, ça me gêne sincèrement, parce que je ne suis pas habitué à recevoir autant d'éloges. Et je me connais suffisamment pour savoir que derrière
cette carcasse que vous voyez, il y a quand même un petit diable qui n'est pas facile. Et que ce soit en famille, que ce soit parmi les étudiants, parmi les collègues, mon ami il sait que parfois quand je lance des cris, c'est pas pour rien, n'est-ce pas? Mais tout à l'heure on parlait de cela, et je crois que on est, qu'on le veuille ou non, on est des humains et on est appelé à de temps en temps à entrer dans des sortes de confrontations. Mais l'essentiel c'est quoi? C'est d'avoir le cœur, j'allais dire le cœur net, le cœur simple, et surtout de ne pas être rancunier. C'est-à-dire, je peux dire des choses méchantes, je peux dénoncer, je peux faire plein de choses, mais parce qu'il y avait une raison à ça. Et une fois la raison n'existe plus, il n'y a aucune raison que je garde cette rancœur. Et je pense que malheureusement, on remarque de temps en temps, pour ne pas dire souvent, qu'il y a des personnes qui gardent cette rancœur, qui ne savent pas tourner la page. Je crois que s'il y a une leçon à prendre dans les rapports humains, en tout cas moi, ça fait longtemps que j'essaie d'y travailler, et je crois que je commence à réussir petit à petit. Je ne suis pas encore arrivé au but, c'est de savoir tourner la page. C'est-à-dire que je t'insulte, tu m'insultes, je dis des choses méchantes sur toi, tu dis des méchantes pour X raisons, et après on se prend la main dans la main, on va prendre un café. Vous voyez un petit peu l'image que je vous donne. Et ça, c'est très important. Et pour renvoyer un petit peu ce que j'écris toujours dans cet esprit. C'est-à-dire que nous sommes tous noirs et blancs, nous sommes tous des bons et des mauvais, nous sommes tous des fidèles et des infidèles, nous sommes tous des lâches et des courageux. Et toute la question est de savoir quel est l'équilibre qu'on peut trouver. Parfois, on peut trouver, moi en tout cas personnellement, j'ai trouvé l'équilibre à travers l'écriture. C'est-à-dire que, pour le dire de façon très claire, s'il n'y avait pas cette écriture, je crois que mes cris auraient été plus violents, c'est-à-dire peut-être physiques. Et donc, je dissous un petit peu toute ce qu'on peut appeler toute la désillusion, toute la frustration, parce qu'on le veut ou non, on est traversé par tout cela, surtout de nos jours. Quand on voit ce qui... par exemple, moi, il m'est impossible d'être heureux. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand j'ai eu mon baccalauréat, mais j'étais hyper heureux, parce que dans les années 80, pour avoir son baccalauréat, c'était le Graal. Hein? Tout le monde doublait son baccalauréat. Donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'avais envie de sauter, de crier, de dire « ouais, ouais ». Mais j'étais triste. Pas parce que j'étais triste parce que mon ami ne l'a pas eu. C'est-à-dire, je passe ma vie toujours à dire « je n'ai pas le droit d'être heureux s'il y a quelqu'un autour de moi qui ne l'est pas ». Et donc, ça c'est pas évident, parce qu'à un moment donné, il faut être égoïste, je crois. À un moment donné, il faut savoir être individualiste. Mais je ne peux pas, parce qu'avec mes amis, c'est comme ça, avec ma famille, c'est comme ça. J'ai toujours envie de sentir ce bonheur dans les yeux des autres et pas dans mes propres yeux. Je ne sais pas si l'idée passe. C'est-à-dire, si quelqu'un est heureux, quand je dis quelqu'un, c'est quelqu'un qui m'est cher, bien sûr, la famille, les amis. Si quelqu'un réussit, je sens sa réussite. Si quelqu'un est heureux, je sens son bonheur. Mais si quelqu'un est malheureux, alors que moi je suis une phase de bonheur, je ne sens pas mon bonheur. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je dis. Et donc cette phase, j'essaie toujours de chercher un petit peu cela. Et lorsque je suis à ce point déprimé, eh ben, il n'y a que l'écriture qui me soulage en quelque sorte. Donc vous voyez en fait que quelqu'un ici pourrait dire, ben là c'est l'écriture, c'est quelque chose de thérapeutique pour moi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais toujours est-il qu'il faudrait aussi penser à l'objectif de ce qu'on fait, l'objectif de ce qu'on écrit, etc. Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que ça peut porter quelque chose de nouveau? Est-ce que ça peut résoudre un problème? Il n'y a aucune prétention quand j'écris. Je n'ai aucune prétention, ni de devenir célèbre, ni d'avoir un prix, ni ceci, ni de changer la société. Parce que si un livre pouvait changer la société, il l'aurait fait déjà avec Socrate et Aristote. Donc il y a juste... On ajoute son grain de sel à la machine, pas pour la dérégler, mais on peut essayer de l'huiler davantage, de la faire fonctionner davantage. Donc, si chacun de nous, je crois, dans son domaine à lui, dans sa spécialité à lui, dans je dirais, ce qu'il sait faire de mieux, si chacun y donne du sien, je crois que
qu'on arrivera à mieux se supporter. Mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà, on pourrait rester ici à parler 36 000 etc. Mais l'essentiel, c'est quoi? J'ai presque envie de reprendre le verset, pas musulman mais chrétien. Et vous, aimez-vous les uns les autres. Merci. Merci à vous, M. Chaoui. Je donne la parole à M. Sbaï. Non, il y a M. Redouane qui veut... Il voulait prendre... Allez-y. سي مختار الشاوي انا تهنيك بزاف لان استطعتي باش تراكم واحد الزخم ادبي مهم بزاف وخليتي الكثير من المغاربه الباحثين في هذا النوع من الادب يكتبوا ويديروا ابحاث. هذا شيء جميل جدا. غير انا عندي واحد السؤال دقيق وبغيت نسمع منك. سؤالي واش ما كتظنش معايا انهم يمكنناش نستعملوا واحد اللغه كاللغه الفرنسيه باش نوصفوا ثقافه مغربيه وكتستعملها بالحموله الثقافيه ديالها. الوغ ملي كتستعمل لو مو با راه كتستعملو بالحموله لو مو با يعني كما كيفهموا الفرنساوي راه ماشي هو الخبز كما كيفهموا المغربي. سي بور لا ميم شوز بور لامور بور ان فرونسي راه ماشي هو لامور بالنسبه له. انا كنظن كيتطرح واحد الجانب منهجي دقيق جدا. فانا ما عرفتش كيفاش انت كتحل هذا الاشكال. هذا الاشكال ومساله اخرى عالقه عندها علاقه بهذا لو بوان. عافاك قول لي واش كتفكر بالفرنسيه وانت تكتب بالفرنسيه؟ Est-ce que tu arrives vraiment à penser en français? Charles de Gaulle, je sais pas. Merci beaucoup. Merci. Je réponds en français, en arabe, on va mélanger. Le français, c'est pas grave. Oui, je sais. Ça, c'est la première question. Votre première question, c'est la question la plus récurrente pour les écrivains qui écrivent en France. Alors, pour commencer par la fin, c'est très simple. Moi, mon premier roman, c'était en arabe classique. Et pour raconter votre histoire, je me rappelle très bien de la scène. J'étais dans un petit jardin chez moi, chez mon père, et j'étais en train de... J'avais quoi? Par contre, je me rappelle bien de ma sœur Rachida qui est venue, qui regardait comme ça, et il m'a fait d'une façon un petit peu rigolote. Il m'a dit comme ça. Et je l'ai regardé, et dit, pourquoi pas, là, je suis là. Mais j'y pensais pas vraiment à l'époque. Les Gabriel comme idée, c'est quoi? C'est que, parce qu'à l'époque, je lisais beaucoup en arabe. Je lisais que l'arabe. Je lis beaucoup de livres, je les ai lus en arabe. Donc, lorsque j'avais envie de raconter une petite histoire, d'ailleurs, quand par hasard l'histoire raconte, c'était l'histoire d'un professeur qui a obtenu sa licence en philosophie, mais qui n'a pas trouvé de boulot parce que l'État a décidé que la philosophie soit... Donc, ouais, c'est le sujet, mais j'avais écrit une 50aine de pages, j'ai encore... Donc, c'est en fait, après quand j'ai décidé de continuer mes études supérieures, j'avais le choix entre deux choses. Moi, j'étais un fanat de la psychanalyse. J'aimais la psychanalyse. Et je voulais faire Ilm al-Nafs. Le problème, c'est que il n'y avait pas Ilm al-Nafs petit point. Il fallait aller à Fès. C'était pas ça le problème. Comme quoi, il y a des détails dans notre vie qui sont très importants, qui passent parfois et qui changent l'itinéraire. Je me rappelle très bien, mon père est venu me voir. On lui a dit, qu'est-ce que tu vas faire après le bac? Là, il fallait faire 2 années de philo, on est d'accord. Elle me regardait d'un regard. Et vraiment, mon père il parle pas, mais tout est dans le regard. Il me regardait comme ça, j'ai compris que ça l'arrange pas. Il m'a dit, il m'a dit comme ça.
Je lui dis, mais non, j'ai voulu un petit peu montrer que j'étais un savant. Je voulais sortir avec la fameuse phrase قليل من الفلسفة يؤدي إلى الشكر وكثير من الفلسفة يؤدي إلى الإيمان. Vous vous souvenez de ça? Je voulais sortir comme ça. Elle m'a fait ce truc-là. Et le jour de mon départ, je suis parti, je suis sorti de chez moi, je suis allé à la gare, l'ancienne gare pour les Tangérois, Playa. Et j'étais dans la queue, dans la file, en train d'attendre que justement, en train d'attendre comment on appelle ça, d'avoir le ticket, parce qu'il y avait des personnes devant moi. J'arrive devant le guichet, le bonhomme il me regarde, il me dit, on fait une machine. Je le regardais comme ça, fais une machine. 30 secondes, même pas, 10 secondes, 30 secondes. Je suis sorti de la queue. Je suis sorti parce que la gare des stations des bus était juste à côté de. J'ai pris le bus et je suis venu à Tétouan. Je me suis inscrit en langue française alors que je n'avais aucune envie de faire la littérature française. Et avec le recul, je me dis c'est à cause de la phrase de mon père. Donc j'ai changé mon itinéraire. Ok, j'arrive. Donc je commence, je te parle de 84 parce que moi je suis de la promotion 84-88. Je fais mes études en littérature française et à partir de ce moment que des livres en français. J'ai complètement oublié l'arabe. Après c'est la France, que du français. En 90-91, j'ai envie d'écrire un roman. Et donc j'ai commencé à écrire en français. J'ai cru avoir écrit un chef-d'œuvre, c'était un navet, mais ça c'est un autre problème. Bref, j'ai commencé à écrire et à chaque fois que j'avais envie de m'exprimer, je m'exprime en français parce que j'avais oublié. Donc, pour moi, la langue c'est un outil. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Un Français ne comprendra jamais Azim Shahar. Le mot Shahar est intraduisible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand j'ai envie d'écrire, c'est le français qui me vient. D'écrire, c'est le français. Ma femme se moque souvent de moi, parce que des fois, elle me voit en colère. Il faudrait que vous me voyiez un jour en colère. Quand je me mets en colère, comme par hasard, j'insulte en français. Allez savoir pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, quelqu'un m'a dit, ta langue maternelle, c'est ta langue de rêve. Si tu rêves en arabe, c'est ta langue maternelle. Si tu rêves en français. Ça fait des années que je rêve en français. Et allez expliquer pourquoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question avec ces anecdotes. Ce qui m'intéresse, c'est le débat. Voilà. Donc c'est juste pour te dire en fait que la langue française est venue parce que j'ai un petit peu délaissé la langue arabe. Okay. Je lis en arabe, j'écris des trucs en arabe, mais je n'ai pas la langue littéraire en arabe. Loin de là. Ça ne veut pas dire que j'ai la langue littéraire en français. Je me dis toujours, je suis un apprenti écrivain. Mais d'accord, c'est très, très, très important. Ok, merci. Monsieur Abdelila, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Vous nous honorez de votre présence. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est pas prévu, mais par rapport à ça. Tu passes. Non, je sais que tu as une belle voix, mais tu passes. C'est une petite réaction à cette question sempiternelle qu'on pose par rapport à la langue. Il y a une langue de l'écriture. Chacun a sa langue. Connaissant Wassim Mortar, parce qu'il y a aussi la présence de Tamazight. Il est d'origine Amazigh. Il faut qu'il le dise. Donc, cette fausse dévotion qu'on cherche à imposer parce que c'est identitaire. Un écrivain n'est pas censé. Parce que la langue, on l'invente et on la réinvente. Et puis derrière, moi, en te lisant, moi, te connaissant, bien sûr, j'ai assez de faire une sorte de prévention interpersonnelle, etc. Mais c'est du français bien écrit, mais il y a autre chose. Il y a l'univers, il y a l'atmosphère, je sais pas. Moi, je préfère qu'on parle de Tangérétude.
c'est le terme barbare. Il y a une tongérité, d'une certaine manière, et Tanger, c'est un peu à part. Et le rapport de Tanger aux langues du monde. Ouais. Il y a un cosmopolitisme quasiment philosophique, ontologique. Quelqu'un qui est de Tanger, ça, il faut insister là-dessus. C'est pas une réduction, parce qu'il faut d'abord qu'on s'établisse dans un ancrage géographique bien précis. Et Tanger, c'est quand même une sorte de microcosme, c'est le monde. Tanger, c'est le monde. Et pour chacun de nous, ça commence par son quartier. C'est un monde. Donc il a le droit d'adopter son propre style, puis de se créer, de se régénérer, parce qu'à travers la langue, on ne fait que se reconnaître, de naître symboliquement, mais c'est une façon, c'est une affirmation identitaire. On passe par d'autres, par plein de choses. Parce que les sujets sont finalement des prétextes. Et le vrai enjeu, la vraie vie, c'est ce rapport qu'on entretient, un rapport très complexe avec sa langue, avec ses propres mots. Je ne suis pas sûr, mais on partage c'est un dictionnaire, il y a le partage un peu quotidien, mais c'est pas sûr qu'on accorde les mêmes sens aux mêmes mots. Les mots sont identiques, apparemment identiques, mais derrière, toute la poésie, c'est pourquoi moi, ça figure pas sur la présentation qu'on a diffusée, mais moi je suis sensible à la poéticité, qui est le vrai enjeu. Parce que derrière tout travail d'écriture, l'essentiel, ce qui fait un peu le génie de l'écrivain, c'est un peu la poésie. Et la poésie, c'est quand même un mot lourd de sens. Et puis ça détermine sa place dans le concert de la littérature. Voilà. Merci. C'est pourquoi moi j'insiste sur le fait que c'est une question assez récurrente depuis les années. Je m'intéresse à la littérature maghrébine depuis les années 80, et puis c'est une question récurrente qui a une certaine valeur un peu idéologique. Parce que derrière, on suppose que l'arabe, c'est un peu la panacée, c'est une sorte de retour aux sources. Il n'y a pas de source. Pour un écrivain, normalement, qui se respecte, surtout quand il est angérois, il doit se dire et se reconnaître un peu apatride, un peu insulaire, un peu, et universel par la force des choses. Étendre votre concept du tangérois, du tangéroisme, à tout le Maroc, pas tout le Maroc, parce que, oui, où est-ce qu'il y a un autre pays où on a développé toute une littérature dans la langue française, toute une littérature dans la langue arabe, et maintenant on est en train, grâce au Tifina, de développer une littérature en tamazigh. Bon, où est-ce qu'il y a est-ce qu'en France on a autre chose que du français? Et c'est quand on y pense, mais quelle richesse on a au Maroc. Et je suis bien placée pour savoir que oui, on pose tout le temps la question dans tout. Il n'y a presque pas une réunion où il n'y a pas quelqu'un, en général c'est un vieux monsieur, qui dit mais, je ne parle pas de vous, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi le français et non pas l'arabe? Et l'écrivain en général dit mais la langue c'est un outil. Je m'exprime dans cet outil-là, un point c'est tout. C'est une question obsolète. On ne devrait même plus la poser, mais dire mais quelle richesse on a au Maroc, on a plusieurs littératures en même temps. C'est unique, voilà. Merci beaucoup. Alors, maintenant on va passer à des choses plus sérieuses. Non, justement, elles ne sont pas sérieuses. Plus sympathiques, plus astuces. Elles sont douces. Toujours des choses gentilles. Alors, on va offrir des attestations à chacun de nous. Merci. Alors, on va commencer. Comment commencer? On va commencer. Non. On va commencer par Annie, comme par hasard. Elle va présenter cette attestation de reconnaissance pour remerciement. D'accord.
Je me prête à la petite cérémonie finale. Regardez les... Voilà. On applaudit. Alors, la deuxième attestation, c'est pour les même mangé, c'est pas prévu. C'est à Sana. Alors, je passe Sana. Alors, cette attestation va être présentée par monsieur. Bonsoir, je vous félicite pour votre intervention qui était remarquable, ainsi que je vous en prie. Alors, la troisième attestation, c'est pour monsieur Mohamed Idriss Riahi. Il va être présenté par Hasna. Merci, merci. Et la dernière attestation, c'est pour Madame Fatima. Tirdis va être présentée par Salma. Tu viens s'il te plaît. Alors, et l'attestation, là je vous demande d'applaudir parce que c'est pour le grand écrivain, le grand professeur Tachaoui. Un membre de la librairie Agora. Ah, car c'est pour toi aussi les fleurs. Ah, encore. Ce ne sont pas des chrysanthèmes. C'est pas des chrysanthèmes. Donc tout va bien. Alors, encore, Chaoui, tu déposes ça et tu reviens s'il te plaît. Alors, on va offrir, excusez-moi, c'est moi qui vais présenter là, ce trophée d'Agora. Excusez-moi, c'est moi qui vais présenter là. Ce trophée d'Agora. Merci.